Quelle est votre réflexion sur les européennes et cette dissolution? Ma réflexion, je vais vous la donner très rapidement, mais avant, je souhaiterais signaler qu'aujourd'hui, nous sommes le 18 juin et que c'est une date historique. Disons qu'il y a exactement 84 ans, le général de Gaulle lançait un appel à la résistance alors que la France venait de s'effondrer. Il a fallu attendre le mois de juin 2009 pour qu'un président de la République, Nicolas Sarkozy en l'occurrence, rappelle qu'à ce moment-là de l'histoire, et ce sont ses propres mots, c'est l'outre-mer qui montrait à la métropole les chemins de l'honneur. Donc je tenais à faire ce rappel historique car c'est une date qui a changé un petit peu le sort de la France et le sort des Antilles. S'agissant des élections qui viennent de se dérouler, elles ont été conformes quant à leurs résultats, à ce que prévoyaient les sondages. Maintenant, ce qui a été le plus surprenant et qui reste le plus surprenant, c'était la décision immédiate du président de la République de changer en fait de Parlement, d'Assemblée nationale, c'est-à-dire d'aller consulter les électeurs pour leur demander de se prononcer. Sur le principe, quand on a une majorité évidemment très, très faible, quasi inexistante à l'Assemblée nationale, il n'est pas anormal de retourner devant le peuple. C'est une démarche qui peut être logique. Mais je voudrais élever deux objections simplement, ou deux observations qui ne sont pas les objections. La première, c'est que le moment n'était peut-être pas le meilleur. À la veille des grandes vacances, à la veille des Jeux Olympiques, à la veille de la Coupe d'Europe de football, je pense que l'esprit de beaucoup de Français est ailleurs. Mais qu'importe, bon, c'est le moment qui peut être contesté. Mais il y a un autre élément qui peut être contesté et qui est peut-être beaucoup plus important. Est-ce qu'il est indispensable qu'il y ait en permanence une Assemblée nationale en train de voter des lois alors que la France est déjà l'un des pays du monde où il y a le plus grand nombre de lois, de décrets, d'ordonnances, de normes dans tous les sens, à tel point que si vous consultez n'importe quel magistrat ou n'importe quel avocat, il vous dira qu'il est très loin de connaître toutes les lois. Or, il y a une deuxième fonction, à part le vote des lois, qui aurait pu être développée ces prochains mois par le gouvernement et par l'Assemblée nationale, c'est la fonction de contrôle des lois. Parce que ces dizaines de milliers de textes, leur application n'en est pas très bien contrôlée. Donc, un schéma aurait pu être de laisser l'Assemblée nationale en place, de faire voter le minimum de lois, notamment la loi des finances pour le budget, et puis de consacrer l'essentiel du travail parlementaire à développer le contrôle des lois. Et il y a là vraiment quelque chose de très urgent en France. Après 7 années de présidence d'Emmanuel Macron, quels sont les profonds changements qui s'imposent à la France, les mesures à développer, les grands enjeux? Le principal problème de la France, selon moi, c'est le mauvais rapport qualité-prix du secteur public. Disons que nous avons en France 5,5 millions de fonctionnaires, quand on compte les fonctionnaires de l'État, des collectivités territoriales et des hôpitaux, 5,5 millions de fonctionnaires, c'est-à-dire de gens en activité professionnelle, mais qui se soucient assez peu de leur rapport qualité-prix, c'est-à-dire du lien qu'il y a entre le service qu'ils rendent et le coût qu'ils représentent pour la collectivité. Donc, sur ce point, de sérieux progrès sont à faire pour faire en sorte qu'on améliore le rapport qualité-prix du secteur public. Et il y a un deuxième point sur lequel je voudrais insister, c'est le problème de l'emploi. Contrairement à ce qu'on dit, la France reste encore avec une situation de chômage de masse. Il y a d'ailleurs autour de 5 millions. Le nombre de chômeurs est à peu près égal au nombre de fonctionnaires. Donc ça correspond vraiment à quelque chose de dramatiquement préoccupant et dont on ne s'occupe pas suffisamment. Et donc, dans la démarche de redressement que la France aurait intérêt à lancer au cours des prochains mois, je mettrai en application une formule: travaillez tous,
que c'est une atteinte formidable à la dignité de chaque individu de le laisser dans le chômage. Donc travaillez tous, travaillez mieux, notamment en développant la participation, et travaillez moins, parce qu'on a la capacité de produire tout ce dont nous avons besoin. Je ne parle pas seulement de la Martinique, de la France, de l'Europe et de la planète entière, en faisant travailler tout le monde, mais en travaillant chacun moins que ce qu'on travaille aujourd'hui. Il y a des gens qui sont aux États-Unis ou en France obligés d'avoir 2 jobs, parfois 3, pour avoir un niveau de vie réputé satisfaisant. Mais je crois qu'il faut vraiment mettre ce problème sur le chantier, sur la table, et faire en sorte qu'on travaille tous, qu'on travaille mieux et qu'on travaille moins. Est-il normal que le gouvernement en place veuille prendre en charge par la sécurité sociale à hauteur de 100 000 € les hommes qui voudraient se transformer en femmes, et que la prise en charge de ceux qui souffrent d'un cancer soit diminuée? Et en plus, il y a d'autres problèmes. Nous savons tous que les hôpitaux manquent de moyens. Cela semble incroyable, une telle mesure. Vous en dites quoi? D'abord, s'agissant des transgenres, des gens qui veulent se transformer en hommes quand ils sont femmes ou en femmes quand ils sont hommes, là-dessus, je suis très prudent. Je me mets simplement à la place d'un parent qui a ce problème. Moi, j'aurais un enfant, j'ai 3 enfants, j'ai des petits-enfants. J'aurais un enfant ou un petit-enfant ou une petite fille ou un arrière-petit-fils qui voudrait se transformer en adoptant le sexe opposé, dit opposé jusqu'à présent, que mon premier devoir serait de l'accompagner. Sans le juger et sans le condamner. Maintenant, s'agissant de la prise en charge par la sécurité sociale de tel ou tel problème plutôt que de tel autre, je pense qu'effectivement, comme vous probablement, que c'est peut-être pas la priorité et que dans les familles où ce problème-là se pose, on devrait pouvoir trouver les ressources suffisantes pour y faire face. Mais le problème est encore plus large que ça. Lorsque vous regardez bien, la France n'a plus les moyens de se payer un système de protection sociale satisfaisant. La plupart des hôpitaux sont en crise en France. Et pourquoi la plupart des hôpitaux sont en crise? Parce qu'ils n'ont pas suffisamment de ressources. Et puis aussi parce qu'il y a une responsabilisation insuffisante de l'État et de chaque citoyen sur les problèmes de santé. Et pourquoi tout le monde est en difficulté de ce côté-là? C'est parce que personne ne s'est posé la question de savoir si c'est à l'État de continuer à gérer l'ensemble des problèmes de santé. Je pense pour ma part, et ce n'est pas une pensée individuelle, c'est un constat que tout le monde peut faire, que tous les problèmes, tous les domaines dont l'État s'occupe sont en situation de crise aiguë. C'est vrai pour la santé, c'est vrai notamment aussi pour l'enseignement. Et le surendettement que la France connaît explique en partie ces difficultés, c'est que le remboursement des intérêts, pas du capital, mais seulement des intérêts de l'endettement français représente entre 55 et 60 milliards d'euros. Eh bien, quand on a un tel montant à rembourser à ses créanciers, il est mathématiquement inévitable qu'on n'ait pas assez d'argent pour avoir une politique intelligente ni de l'enseignement ni de la santé. Alors après ça, on peut naturellement dire que tel problème a une priorité par rapport à tel autre, je le conçois très bien, mais il faut avoir une réflexion beaucoup plus globale sur le fait de décharger l'État des problèmes de santé et des problèmes d'enseignement dans le cadre, par exemple, de délégations de services publics. La France et l'Europe craignent l'immigration africaine, tout en oubliant de nous dire que si ce continent exploite ses propres ressources et continue de s'industrialiser, ce sont les Européens qui émigreront en Afrique. Êtes-vous d'accord avec moi? Là, je pense que votre analyse doit absolument être prise en considération. Car aujourd'hui, la France continue à tirer un parti trop avantageux pour elle des relations avec les pays d'Afrique. Donc il faut qu'il y ait davantage de transformation sur place des matières premières, mais il faut aussi
que les dirigeants africains fassent preuve de plus de sérieux, notamment contre la corruption, et se résolvent à entamer des politiques de développement économique, social, culturel, qui soient plus à l'avantage de leur population qu'à l'avantage de leurs partenaires. Parce que quand il y a des corrupteurs, il faut qu'il y ait des corrompus. Et malheureusement, il y a encore parmi les dirigeants africains, pas tous, mais un trop grand nombre de corrompus. Alors des politiques doivent être mises en place avec le secteur privé, parce que, à l'évidence, le secteur public ne suffit pas à développer l'ensemble des pays qui sont en difficulté de développement. Il est important, et d'ailleurs un précédent secrétaire général de l'ONU le disait, il est important d'impliquer les entreprises privées dans le développement économique. Nous avons des pays d'Afrique. Nous avons reçu récemment M. Patrice Talon, président du Bénin, qui ne disait pas autre chose. Quant au problème de la fécondité, eh bien, il pose le problème du niveau d'éducation des femmes africaines. Lorsque, et c'est en train de se faire progressivement, les femmes africaines seront assez éduquées pour échapper à l'influence de certains hommes et pour maîtriser leur fécondité, eh bien elles feront comme la plupart des femmes du monde, c'est-à-dire qu'elles feront moins d'enfants. Elles feront 1 ou 2 enfants et pas davantage. Donc il faut les aider par l'éducation, par l'information, à se prendre en main. Et je souscris tout à fait à l'analyse qui consiste à dire que les Européens abusent un petit peu du monde en disant qu'il y a un péril noir. À un moment donné, eh bien, c'était eux qui allaient, et continuent d'ailleurs, à aller lourdement s'enrichir en Afrique. Si un certain nombre d'Africains viennent en représentant des masses démographiques très légères, contrairement à ce qu'on dit, pour un peu mieux gagner leur vie en Europe, ça me paraît tout à fait normal. D'ailleurs, si vous regardez le positionnement des employeurs français vis-à-vis de la venue des immigrés, notamment des immigrés en situation irrégulière, eh bien le patronat français, les employeurs français sont très favorables à la venue de main-d'œuvre immigrée venant d'Afrique. Et, dernier point, il y a dans beaucoup d'hôpitaux français des médecins, des infirmiers et des infirmières, des aides-soignants et des aides-soignantes qui sont d'origine étrangère, notamment africaine. Et si ces spécialistes d'origine africaine arrêtaient de travailler ne serait-ce que 24 heures, vous verriez les Français les supplier de revenir travailler dans les hôpitaux et dans les cliniques. Je ne parle pas de beaucoup d'entreprises où ils font également des choses très importantes. Donc ce problème de l'immigration, peu de dirigeants français ont le courage de le poser tel qu'il se présente à l'ensemble de la population française. Au contraire, beaucoup de dirigeants sont à la remorque du Rassemblement national, qui a depuis 50 ans récolté 20 ou 25% des voix sur le thème de l'immigration, et puis tous les partis ont voulu récupérer une partie de ces 20 ou 25%. Bien, si le Rassemblement national arrive au pouvoir en France dans les semaines qui viennent, on verra quelle politique d'immigration ils auront, ces dirigeants-là du Rassemblement national, et nous verrons qu'ils sont beaucoup plus modérés qu'ils ne le sont pendant les campagnes électorales sur les problèmes d'immigration, illégale ou pas illégale. Quel est votre regard sur la politique d'outre-mer que les gouvernements d'Emmanuel Macron ont menée ? C'est une question intéressante et importante pour nous, ultramarins en particulier. Il y a 11 territoires ultramarins. La France rayonne sur 11 territoires ultramarins. Comment la France pourrait-elle avoir la même politique de l'outre-mer pour chacun de ces 11 territoires? Chacun des territoires a des problèmes différents. La Nouvelle-Calédonie n'est pas la Guyane n'est pas la Martinique, la Martinique n'est pas Mayotte, etc. Donc, il faut inverser en fait les termes du problème. Il faut dire, voilà, moi je serais président de la République française, ce que je demanderais que chacun des territoires établisse, comme d'ailleurs le prévoit la loi, dans les textes de décentralisation, établisse un projet de développement économique, social, culturel, environnemental, international, que chacun des territoires
établisse ce projet en concertation, pas seulement avec ceux qui sont au pouvoir, mais avec l'ensemble des composantes politiques de chaque territoire. Et je subordonnerai l'aide apportée par l'État à la présentation et à la discussion de ce projet de développement économique et social, etc. C'est d'ailleurs l'état d'esprit qu'avait Michel Rocard quand il a élaboré, dans les début des années 80, les contrats de plan État-région. C'était ça l'esprit. J'ai eu l'honneur de travailler sur ces problèmes-là à cette époque-là avec Jean-Marie Tjibaou. Et Jean-Marie Tjibaou voulait cela, qu'il y ait des contrats de plan État-région négociés avec la Nouvelle-Calédonie et l'État. C'est vers cette direction qu'il faut contraindre ceux qui ont des responsabilités dans les territoires d'outre-mer à les assumer. Ce n'est pas M. Macron qui viendra dire aux Martiniquais ce dont ils ont besoin. Je voudrais qu'on applique vraiment, au-delà des slogans, la formule du docteur Aliker, eh bien que les meilleurs spécialistes des problèmes de la Martinique sont les Martiniquais eux-mêmes. Malheureusement, ce n'est pas ce à quoi on assiste. On est toujours en train d'attendre quelque chose, d'attendre apparemment quelque chose de l'État pour régler les problèmes. Nos problèmes d'eau, par exemple, nos problèmes de transport, ce n'est pas le gouvernement qui peut les régler, c'est nous-mêmes. Donc, avant de critiquer l'État sur sa politique outre-mer qui ne peut pas exister valablement, faisons notre propre politique, notre propre projet martiniquais, guadeloupéen, guyanais, mahorais, etc., etc.